Et si les femmes faisaient la révolution sur ce plan-là, sur le plan du travail ménager, si elles le refusaient, si elles obligeaient les hommes à le faire avec elles, enfin si ce travail n'était plus ce travail clandestin auquel elles sont, je dirais, condamnées, parce que je trouve que mener cette vie à longueur d'années et de vie sans rien de productif, c'est vraiment une condamnation. Eh bien, si ceci était changé, toute la société en serait bouleversée. Les hommes, en effet, sont efforcés de persuader les femmes qu'elles ne devaient pas se suffire économiquement, qu'elles devaient s'appuyer sur un mari et se borner à faire ce qui est extrêmement important pour la civilisation telle qu'elle est, du travail ménager. Je crois qu'une des clés de la condition imposée à la femme, c'est ce travail qu'on lui extorque, un travail non salarié, un travail non payé, qui lui permet tout juste d'être entretenue plus ou moins luxueusement, plus ou moins misérablement par son mari, mais dans lequel il n'y a pas de fabrication de plus-value, dans lequel la valeur d'apport du travail n'est pas reconnue. Et ça, c'est très important. En 1955, on a fait des statistiques pour 45 milliards de travail salarié qu'il y avait en France en une année. Il y avait quelque chose comme 46 milliards de travail ménager, donc de travail non rétribué. Le travail ménager pour une ouvrière qui a plusieurs enfants, qui a peu d'argent, est un travail extrêmement fatigant, plus fatigant que les 8 heures d'usine. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes... Elles font les deux, très souvent. Par-dessus le marché, les femmes font très souvent les deux, oui, c'est ça. Il y a tout un côté, je parle là du travail ménager proprement dit, tout un côté de routine, de répétition, de recommencement, et surtout, il y a une terrible dépendance. Bien, je pense qu'il faudrait que les hommes prennent part aux soins du ménage et à l'éducation des enfants exactement de la même manière que la femme. Il faudrait qu'ils partagent toutes les tâches. Et il faudrait également que l'homme renonce à l'autorité qu'il prétend exercer sur la femme. Et je crois que cette tyrannie s'exerce aussi bien dans la classe ouvrière que dans la classe petite bourgeoise ou dans la classe bourgeoise. C'est très, 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 très répandu. Et la femme, de son côté, on l'a tellement persuadée qu'être une vraie femme, c'était justement laisser le mari travailler. Très souvent, la femme l'accepte. Quelquefois, elle est divisée. Et puis également, on lui donne tellement mauvaise conscience, si elle veut à la fois travailler et avoir son foyer et ses enfants, que ça devient très souvent très, très difficile pour elle. Encore que ce soit loin d'être impossible, mais enfin, on lui donne mauvaise conscience, on lui dit qu'elle n'est pas assez avec ses enfants, qu'elle n'est pas assez à la maison. Et donc elle accepte. Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. Même si elles doivent le payer assez cher, et je sais qu'on leur fait payer très cher, puisque précisément on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Mais c'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi, et là je veux dire une indépendance morale, mentale, parce que sans ça elles sont obligées de penser sur la manière dont elles vivent, c'est-à-dire elles sont obligées d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc., etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution proprement dite. Vraiment, une femme qui reste avec son mari uniquement pour l'argent, parce qu'elle n'a pas les moyens de gagner sa vie elle-même, c'est une femme qui a abdiqué vraiment sa valeur et sa dignité d'être humain.